nord de l'Argentine abrite un joyau naturel méconnu, les Esteros d'Iberá. Cette gigantesque zone marécageuse est le berceau d'écosystèmes d'une richesse hors du commun. Cette biodiversité, aujourd'hui préservée, est due à la collaboration de l'État argentin et d'un couple visionnaire, les Tompkins. Il y a une vingtaine d'années, ces anciens grands patrons de l'industrie textile ont choisi de délaisser le monde des affaires pour se tourner vers celui de l'environnement. Et c'est à Iberá que le grand projet de réensauvagement de la Fondation Conservation Land Trust a vu le jour. Malgré la disparition tragique de Douglas il y a quelques années, Christine continue de se battre avec conviction pour la protection de la nature. En Amérique latine, l'érosion de la biodiversité est plus rapide que partout ailleurs. En 40 ans, plus de 80% de la population totale d'animaux sauvages y a disparu et Iberá n'a pas été épargnée. Cette région au patrimoine naturel exceptionnel fait face à de nombreuses menaces. Elle est notamment victime d'une forte surexploitation de la part des grands éleveurs et des multinationales forestières qui ont entrepris d'assécher les canaux, leur permettant de créer de nouveaux pâturages et des plantations de pins. Non contente de les polluer, ces actions ont aussi annulé la capacité du marais à recycler ses eaux et ont compromis la survie de la faune sauvage qui y résidait, en réduisant son habitat. En plus de cela, le braconnage et les espèces invasives donnèrent le coup de grâce à de nombreux animaux emblématiques de la région. C'est dans ce contexte mouvementé que Christine et Douglas Tompkins découvrent pour la première fois les Esteros à bord de leur petit avion. Comme toutes les bonnes histoires, comme celle-ci, la route est longue, de là où Doug et moi avons commencé à là où nous nous retrouvons actuellement, au milieu d'Iberá. À cette époque-là, nous étions des businessmen. Doug avait fondé The North Face, puis Esprit, et moi, j'avais cofondé la marque Patagonia avec Yvon Chouinard. Et finalement, au début des années 90, nous avons tous les deux décidé de quitter cette vie et de nous consacrer à la protection de ce que nous avions appris à aimer à travers notre passion du ski, de l'escalade ou de la randonnée. Et en 1997, quelqu'un nous a invités à venir dans le nord-est de l'Argentine afin de savoir si nous serions intéressés de commencer à travailler ici. Donc, je me retrouve à survoler ce territoire incroyablement plat et humide, avec des îles flottantes, et je me suis dit, où diable sommes-nous ? Nous avons donc atterri à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de San Alonso, et Doug bondit hors de l'avion, vraiment enthousiaste. Et moi, je suis descendue de l'avion en me disant, « Qu'est-ce que tu fais là ? Cet endroit est étouffant, il y a plein d'insectes, il n'y a pas de point de repère. » Et nous nous sommes finalement impliqués ici. Un mois plus tard, Doug est revenu et a acheté San Alonso, à ma grande surprise. Dès le premier regard, Douglas Tompkins avait perçu l'importance écologique fondamentale des Esteros d'Iberá et l'urgence de les restaurer et de les préserver. Ces marais hors du commun ont en effet une histoire longue de plusieurs millions d'années qui les rend uniques. Les Esteros sont situés dans la province de Corrientes, à la frontière entre l'Argentine et le Paraguay. Avec leurs 1 300 000 hectares, ils comptent parmi les plus grandes zones humides du monde.
Ce bassin fut formé au fil des millénaires par la migration du Rio Paraná, le deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud. Au fur et à mesure du temps et des mouvements de l'écorce terrestre, le lit du fleuve n'a cessé de se modifier. En se retirant, celui-ci a laissé place à ces gigantesques marais. Chargé des eaux de nombreux autres fleuves en provenance du Brésil, le Rio Paraná alimente continuellement les estéros. Mais ces derniers sont également très dépendants des eaux de pluie, qui n'ont fait qu'augmenter avec le changement climatique. Ce surplus d'eau s'écoule tranquillement par le sud, créant de faibles courants qui déplacent les îles flottantes et font constamment évoluer la géographie du lieu. La flore locale comprend de nombreuses espèces aquatiques qui servent de refuge à des centaines d'espèces d'animaux en tout genre. Les eaux d'Ibeira abritent en effet une faune foisonnante. L'une des espèces clés de ces milieux aquatiques est le caïman noir. Ce reptile qui peut atteindre plus de 7 mètres de long se trouve en grande quantité dans les eaux claires du parc. Mais ici, rares sont les spécimens qui dépassent 2,50 m. En effet, longtemps chassés pour leur cuir de grande qualité et pour défendre le bétail, ces super prédateurs ont bien failli disparaître. Aujourd'hui protégé, il peut à nouveau jouer un rôle indispensable au sein des écosystèmes d'Ibeira. Leurs excréments servent d'engrais aux plantes et en régulant les populations de poissons, ils en favorisent la diversité. C'est en partie grâce à eux que l'on peut observer les célèbres piranhas, côtoyant d'autres poissons bien connus des aquariophiles. Cependant, pour restaurer la diversité qui fut la sienne autrefois, un travail de très grande ampleur a été nécessaire. Lorsque nous avons commencé à travailler ici, il est très rapidement devenu évident qu'il s'agissait d'une mine d'or de biodiversité, mais que la majeure partie en avait disparu. Ainsi, dès le début, le processus complexe consistant à appréhender ce que cela signifiait vraiment de restaurer un endroit a pris une toute nouvelle dimension pour nous. C'est donc à ce moment-là que nous avons commencé à rechercher des personnes qui avaient l'inspiration, les antécédents et l'intérêt pour nous rejoindre dans la création de ce qui est finalement devenu notre projet de réensauvagement. L'une de ces personnes est Sébastien Di Martino. Arrivé il y a quelques années, il est aujourd'hui le coordinateur des différents projets de réensauvagement lancés par la Fondation.
À Iberá, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle, on a pu constater la disparition de beaucoup d'espèces de mammifères et d'oiseaux. Ces espèces n'avaient plus la possibilité de maintenir leur population naturellement. La CLT est une fondation dont l'objectif est de faire barrage à la crise provoquée par l'effondrement de la biodiversité. Nous inscrivons notre action dans une démarche qui peut s'apparenter à un concept que nous appelons production de nature. En fait, ce que nous faisons, c'est créer des parcs nationaux, c'est-à-dire que nous travaillons directement dans les territoires. À l'origine, ces parcs sont des terres que nous achetons et que nous redonnons à l'État. Souvent, notre démarche vise aussi à agir de manière active sur les mouvements et les déplacements de la faune. Parfois, nous organisons ces déplacements pour augmenter le nombre d'individus d'une espèce dans une zone donnée, et d'autres fois, tout simplement pour réintroduire une espèce complètement disparue. L'une des espèces concernées par ces actions est le cerf de la Pampa. Autrefois très présent dans la région, ce petit cervidé est aujourd'hui en grand danger d'extinction en Argentine. Il en reste moins de 2000 individus, dont aucun ne se trouve sur des zones protégées. La Fondation a donc passé des accords avec une société forestière qui héberge l'une des dernières populations de cerfs pour capturer des individus, les transférer et les amener à Iberá. Grâce à l'aide de donateurs privés, les cerfs sont transportés en hélicoptère le plus rapidement possible dans leur nouvel enclos. C'est un moment crucial pour Sébastien et son équipe, car les cerfs de la Pampa sont des animaux fragiles. Après quelques heures de récupération, ils pourront rejoindre l'enclos d'acclimatation pour s'habituer à leur nouvel environnement, puis iront rejoindre les autres cerfs afin de s'intégrer dans le groupe. Cette petite population de 150 individus, la plus importante en zone protégée, a commencé à se reproduire et devrait ainsi constituer un important pool de sauvegarde pour l'espèce. Le parc national Iberá existe bel et bien aujourd'hui, et c'est le département des parcs nationaux de l'État argentin qui l'administre. Cependant, nous avons passé un accord décennal qui stipule que nous suivrons le processus de réintroduction des espèces sur lesquelles nous travaillons jusqu'à son terme. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous considérions que la population de ces espèces est suffisante pour assurer son avenir. En parallèle, ce qui nous motive, c'est de continuer à travailler au sein du parc, car bien qu'étant une structure privée, notre objectif est de renforcer le bien public. Par conséquent, nous insistons sur le fait que les parcs nationaux argentins soient bien entretenus, afin que l'administration des parcs nationaux, les États, la province et la nation soient les plus impliqués possibles pour pouvoir s'en occuper sans nous, parce que c'est le meilleur moyen de se fixer des objectifs et d'inscrire notre action sur le long terme. Le portal San Nicolás est un exemple parfait de cette collaboration. Cédé à l'État par la Fondation, il abrite aujourd'hui rangers et membres de la CLT. Ceux-ci travaillent sur le même territoire et logent dans les mêmes bâtiments. Il n'est donc pas rare que Sébastien y croise une autre personne importante du parc, Pascual Pérez. Après avoir travaillé pendant 10 ans pour la Fondation sous la présidence de Douglas Tompkins, cet enfant du pays a été nommé superintendant du parc national Iberá lors de la réunification des terres de la CLT avec celles de l'État. Sa grande expérience et sa connaissance des lieux et de ses habitants
ont été des atouts importants pour le bon fonctionnement du projet. En plus de la création du parc, un suivi économique et social s'est petit à petit mis en place, avec notamment la volonté d'assurer la formation des populations à l'agriculture biologique et au métier du tourisme. Les habitants bénéficient ainsi de nouvelles opportunités tout en pouvant continuer à perpétuer certaines de leurs activités traditionnelles. Mon rôle est d'administrer et d'organiser le développement de la région grâce à l'écotourisme, en accord avec les populations concernées. C'est ce positionnement qui prend en compte la culture locale, qui permet de ne pas donner le sentiment aux gens d'ici que nous les marginalisons en les laissant sur le bord du chemin. Et c'est fondamental dans un parc national. C'est le meilleur moyen pour que tout le monde se sente concerné par ce que nous faisons et en tire la plus grande fierté. L'idéal est que les décisions soient prises par la population pour qu'elle comprenne bien qu'il existe une porte de sortie, un chemin à suivre pour le développement de cette petite communauté. Y una salida para el crecimiento y el desarrollo de estas pequeñas comunidades. Si le spectacle naturel qui se déroule ici chaque jour ne lasse pas les habitants de la région, les esteros sont encore largement méconnus du grand public. Mais petit à petit, on commence à voir des gens venir de loin pour admirer les majestueux jabirous, ou découvrir la vie des sympathiques carpinchos. Nous travaillons très dur pour permettre aux gens d'admirer une faune paisible et abondante. Et tout ça pourquoi? Parce que nous considérons que les parcs doivent être le moteur du développement de l'économie locale. Notre objectif n'est pas seulement de réintroduire des espèces disparues, mais plutôt de recréer des écosystèmes complets, des écosystèmes auxquels rien ne manque, des écosystèmes qui disposent de tous leurs éléments, de toutes leurs espèces en nombre suffisant pour tenir leur rôle dans l'équilibre écologique. C'est de cette façon que les biotopes fonctionnent bien, qu'ils s'acquittent du rôle écologique particulier qui est le leur, comme par exemple aider à supporter le changement climatique, à faire baisser les températures, ou encore à fournir une eau de qualité. Nous avons constaté le retour de certaines espèces qui semblaient avoir disparu. Et parmi elles, 3 sont désormais en nombre suffisant pour assurer l'avenir de leur population. Et on commence à en percevoir les effets positifs sur les écosystèmes, même s'il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de facile à mesurer. Par exemple, on commence à voir des haras disperser les fruits de plantes natives qui n'avaient plus d'animaux disperseurs pour le faire. Et cela va aider la forêt à se régénérer.
Si le hara chloroptère peut à nouveau faire résonner ses cris dans les forêts de la région, c'est grâce à un programme de réintroduction initié il y a plusieurs années dont Elena Martin est l'une des personnes en charge. Alors moi, je m'occupe de notre centre de quarantaine, à Paso de la Patria. Je gère toutes les étapes, depuis le moment où les animaux arrivent, jusqu'à ce qu'ils deviennent des haras capables d'être remis en liberté. C'est un processus très long, parce que ce sont des animaux qui doivent tous s'habituer à une nouvelle situation et être entraînés tous les jours. Ça demande un certain nombre de manipulations, et pour chaque libération, il faut compter des mois d'entraînement en amont. L'idée étant de pouvoir commencer à les libérer partout à Iberá pour créer une population stable. Je pose le fortifiant ici. Mon objectif est qu'ils touchent ça. Quand ils y parviennent, je fais un clic, comme ça, pour leur indiquer que c'est bien. Puis je leur donne le fortifiant avec cette tige, pour ne pas leur donner avec la main et minimiser les contacts directs avec eux. Je leur donne à distance avec cette tige, comme ça. Alors là, je plante des noix. Ils adorent ça. Voilà, on y est. Bon, on va essayer. On dirait vraiment qu'ils n'ont pas très envie. On a reçu 2 animaux, une femelle et un mâle, qui ont été récupérés à 2 endroits différents. La petite femelle était très craintive. Elle avait peur de tout. On ne sait pas ce qui lui est arrivé avant, mais elle n'avait pas été acquise de manière légale. Et puis quand on les a regroupés dans la même cage, enfin quand on a enlevé la séparation qui coupait la cage en 2, on a assisté à une belle rencontre. C'était très mignon. Le mâle n'a pas mangé pendant 2 jours. On ne savait pas ce qui se passait. On pensait tous qu'il était malade. Et ils sont devenus inséparables. C'est devenu un super couple. Et maintenant, ils sont libres. Pour moi, ça a été très fort. Notre objectif suivant est qu'ils fassent des petits en liberté, ce qui n'est pas encore arrivé. Ces 3 haras viennent d'appartements. Ils vivaient chez des gens. Manolito, par exemple, vivait dans une maison à Buenos Aires. Et pour éviter qu'il ne s'envole, on lui avait coupé toutes les plumes des ailes. Depuis qu'il est ici, il commence à voler, car ses petites plumes repoussent. C'est nouveau pour lui. Il n'avait jamais volé avant. Et cette découverte lui plaît beaucoup. C'est un hara qui est très marqué par sa captivité. Il passe sa journée à chercher de la compagnie. Alors on fait tout ce qu'on peut pour infléchir ce comportement. Mais je dois vous dire que ce n'est pas facile du tout. Nous avons d'autres animaux qui viennent de divers programmes d'élevage ici en Argentine. Ces institutions s'occupent d'élever des haras spécialement pour notre projet. Depuis tout petit, ils n'ont pas de contact avec les humains. Ils sont élevés par leurs parents et sont naturellement plus aptes à être relâchés. Hé, Manolo! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Arrête, va-t'en! Ah, t'es lourd! Dans la nature, les haras parcourent de grandes distances entre chaque île. C'est pourquoi, avant d'être relâchés, ils sont formés au vol. Tous les jours, Elena et Noelia se postent donc chacune à l'extrémité de la volière et appellent les oiseaux à tour de rôle afin de les entraîner à voler sans fatigue. Bueno, me voy para allá.
une fois prêts pour le monde sauvage, une seconde équipe prend le relais. De manière à vérifier leur état de santé et leur comportement, les haras sont habitués à venir se poser sur de grands plateaux suspendus dans les arbres. En plus du comptage effectué lors de ces manœuvres, l'équipe travaille beaucoup avec les habitants des lieux afin de connaître au mieux les déplacements des oiseaux au sein du parc. Le hara joue un rôle très important, car c'est un disperseur de graines. Il aide donc les arbres d'ici à disséminer leurs graines dans des endroits assez variés. Ici, en Argentine, le hara est une espèce éteinte depuis à peu près 150 ans. Bref, ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Nous travaillons justement pour changer la donne. Aujourd'hui, nous avons 9 spécimens en liberté et notre objectif premier est de stabiliser cette population. Grâce au retour des haras, les équipes espèrent redonner aux écosystèmes forestiers d'Ibeira leur richesse historique. Et pour accélérer le processus, une autre espèce a fait l'objet d'un programme de réintroduction. Si le singe hurleur est naturellement présent dans la région, il doit aujourd'hui cohabiter avec le pécari à collier. Victimes d'un intense braconnage à cause de la qualité de leur chair, ces derniers trouvent dans les Montes d'Ibeira un lieu de vie idéal. Une légende locale raconte que les singes ne crient que quand une sorcière est dans les parages. Un peu plus loin, dans les zones herbeuses d'Ibeira, vit un grand nombre d'animaux dont les plus spectaculaires sont probablement les nandous. Ces oiseaux de la famille des autruches profitent des zones ouvertes pour venir se nourrir, car ils raffolent notamment des jeunes pousses d'herbe. Mais à y regarder de plus près, ils ne sont pas les seuls à se nourrir de végétaux. D'étranges pistes sur le sol mènent à un petit monticule de terre. C'est une fourmilière de fourmis champignonistes. Celles-ci ont développé la particularité de couper des feuilles et des brins d'herbe qu'elles mâchent ensuite afin de cultiver un champignon dont elles se nourrissent. Ces colonies gigantesques peuvent comprendre jusqu'à 8 millions d'individus et s'étaler sur plus de 600 mètres carrés. Ce qui ne passe pas inaperçu, surtout pour un animal particulièrement attiré par ces petits insectes. Le tamanoir, ou fourmilier géant, se nourrit principalement de fourmis et de termites. Il les détecte grâce à son odorat 40 fois plus développé que celui des humains, qui compense sa mauvaise vue. Après avoir trouvé un nid, l'animal verse des larmes pour assouplir la terre et creuse avec ses fortes griffes de devant. Afin de satisfaire son appétit, il doit consommer l'équivalent de 30 000 insectes par jour, qu'il recueille à l'aide de sa longue langue collante. Entre 2000 et 2010, sa population totale a diminué de 30% en Argentine, et dans la région de Corrientes, il avait complètement disparu.
Si l'on peut aujourd'hui voir des fourmiliers à Iberá, cela n'est donc pas dû au hasard. Grâce à un ambitieux programme de réintroduction, la CLT a pu commencer à reconstituer une petite population de tamanoirs. Héctor Ortiz est l'une des personnes chargées de leur suivi sur le terrain. Depuis 2013, je travaille pour la fondation CLT. J'ai commencé à l'époque du centre de réintroduction des jaguars. Et puis j'ai fait plein de choses, de l'entretien, etc. Et depuis l'année dernière, je suis avec l'équipe de réintroduction d'espèces. Je m'occupe de 2 groupes de pécaris à collier et on commence maintenant à travailler avec un fourmilier géant. Il se rapproche, il est de plus en plus près. Il est tout près, on l'entend grâce au bruit. J'aime ce travail. En fait, il faut être capable de bâtir une relation intime avec l'animal. Sinon, le travail n'est pas fait correctement. Comment s'y prend-on avec le fourmilier géant? Alors, ces fourmiliers sont des rescapés récupérés ailleurs en Argentine. Celui-là, Arturo, est arrivé de Formosa. Il pesait 1,3 kg. Ici, à Corrientes Capital, nous disposons d'une station biologique pour les quarantaines où vont rester les petits rescapés. Alicia Delgado et une autre assistante s'occupent d'eux. Elle les élève comme des bébés. Parce que oui, ce sont des bébés. À partir du moment où on estime qu'ils sont aptes à être libérés, ils rejoignent un enclos de semi-liberté dans lequel ils séjournent un mois pour se familiariser avec leur nouvel environnement. Puis ils sont définitivement libérés. Une fois qu'ils sont libres, on les suit pendant 2 semaines et tous les jours, on leur donne de l'aliment liquide. Ainsi, on peut savoir où ils évoluent et quels sont leurs rayons d'action. Le retour du fourmilier est un élément de plus ajouté aux riches écosystèmes d'Iberá. Ce retour spectaculaire de la faune sauvage a également modifié la vie des populations locales. Car avant d'être une zone protégée, Iberá était une région habitée par des éleveurs. Omar Rojas est l'un d'eux. Né au cœur du Marais, ce Correntino de souche connaît ses eaux mieux que personne. Je dis toujours avec fierté que je suis originaire des Esteros d'Iberá, car mes parents sont d'ici. Je suis fier d'avoir été élevé par un homme comme mon père. C'était un homme analphabète mais intelligent. Mon père était un petit éleveur qui possédait son troupeau de vaches. Étant donné notre savoir-faire, l'élevage a encore de l'avenir ici. Surtout que ça ne fait pas de mal aux animaux sauvages, car ils ont toujours cohabité avec les troupeaux. Je dois bien avouer que nous qui sommes nés ici, nous avons perdu un peu de notre mode de vie authentique dans nos fermes. Nous avons été durement impactés par les problèmes climatiques qui nous amènent beaucoup d'eau sans discontinuer. Et c'est pour ça que moi je me suis tourné vers le tourisme. Parce que je me suis rendu compte qu'avec toute cette eau, c'était plus facile que de continuer à faire de l'élevage. Omar Rojas a toujours vécu dans ces marais. Et il a vu beaucoup de changements se produire dans la région. Quand je me suis marié, j'ai été travailler dans une exploitation appelée San Alonso, ici dans les Esteros d'Iberá. J'y suis resté 17 ans. Vers 1998, mes employeurs ont mis leur exploitation en vente. C'est à cette époque qu'est apparu cet incroyable Nord-Américain, Douglas Tompkins. Nous avons beaucoup appris avec lui. Ici, nous le respectons beaucoup.
Avant, Iberá était un refuge de chasseurs et de braconniers. Ils chassaient et vendaient les peaux du gibier en plus d'en consommer la viande pour subsister. Depuis que le braconnage a disparu et que la protection des espèces est contrôlée par des gardes-parcs, on a pu s'apercevoir que le nombre d'animaux a augmenté. Et grâce à notre travail, on peut commencer à montrer ce que sont vraiment les esteros d'Iberá. En parallèle de son activité d'éleveur, Omar a su profiter des opportunités offertes par la création du parc et le retour de la faune sauvage. En bonne entente avec les rangers, il propose aujourd'hui des excursions en bateau et à cheval à la découverte des marais. Le tourisme arrive chez nous petit à petit. Et aujourd'hui, on peut dire que ça marche même bien. Moi, j'essaie d'enseigner tout ce que je sais. Et en même temps, j'apprends de gens qui viennent d'ailleurs. C'est très important, le tourisme. C'est très important de croiser des gens qui viennent d'autres horizons. Et chaque nouvelle rencontre est riche. C'est un échange. Pour moi, le tourisme, ce n'est plus un travail. C'est pour ça que je continue. C'est un divertissement. Je m'amuse. Je rencontre des gens intéressants, des gens sympas. Mon conseil est de garder l'espoir et de parier un peu plus sur le tourisme. Parce qu'en plus de tout ça, nos villages sont riches en culture et en histoire. Mais surtout, nous avons ça, Iberá. En effet, le visiteur a beaucoup de choses à découvrir à Iberá. L'une d'entre elles est un animal emblématique des lieux qui peuplent les berges par milliers. Avec ses 50 kilos en moyenne, le capybara, appelé ici carpincho, est le plus gros rongeur du monde. Grâce à ses pattes partiellement palmées et à ses organes sensoriels situés sur le haut du crâne, ce mammifère social est parfaitement adapté à une vie semi-aquatique. Il parcourt souvent de longues distances immergées en piétinant sur le fond, puis remonte respirer au ras de l'eau. En tant que grands herbivores, ils ont un impact direct sur les écosystèmes. Ils entretiennent la végétation et fertilisent les eaux et les sols grâce à leurs excréments. Ils servent aussi de promontoire à de nombreux oiseaux qui profitent de leur présence pour chasser insectes aquatiques, têtards et petits poissons. Le carpincho fonde sa survie sur une forte cohésion sociale. Il n'est pas rare que dans un groupe familial, les jeunes d'âge divers soient confiés à l'un des adultes, mâle ou femelle. Ce jardin d'enfants permet aux parents de vaquer à leurs occupations sans trop de risques pour leur progéniture. Il est aussi admis qu'une femelle allaitante se laisse téter par tous les petits du même groupe. Ce groupe est dominé par un mâle qui marque son territoire à l'aide d'une glande frontale qu'il frotte à des endroits stratégiques. Son territoire est défendu âprement lors de violents combats qui conduisent parfois à de graves blessures.
À Iberá, la disparition des grands prédateurs a conduit les populations de carpincho à une explosion démographique impressionnante. Il coule donc des jours paisibles à l'abri de tout danger, pour le moment. En effet, l'ancienne estancia de San Alonso, première propriété des Tompkins dans la région, s'est depuis quelques années transformée en un centre de sauvegarde un peu spécial, dirigé par la biologiste Natalia Mufato. Nous sommes au centre de réintroduction des jaguars à San Alonso, Corrientes. Et nous venons d'appeler Nahuel dans cette cage afin de pouvoir entrer en toute sécurité dans son enclos, sur son territoire, et aller lui cacher de la nourriture pour qu'il puisse la trouver plus tard. Cela permet également de vérifier qu'il lui reste de l'eau et que tout le reste est en bon état avant de le rappeler à l'intérieur. Il a été amené ici afin d'être l'un des parents de la future génération de jaguars libres en Argentine, à Corrientes. Et vous allez également voir Isis et Tauna. Elle, c'est Isis. Elle vient d'un centre de réintroduction au Brésil. Elle est là pour être la mère des futurs jaguars d'Iberá. On travaille en ce moment avec elle, car elle est encore en phase de rencontre avec Nahuel, que nous venons de voir. Elle est très calme, très relaxe. Elle marche lentement, tranquillement. Elle adore manger, surtout le poisson. Donc elle va prendre son temps pour terminer son repas. Nous avons commencé la construction du centre des jaguars en 2013 et en 2015, nous avons terminé la dernière partie des enclos. À ce moment-là, nous avons pu amener les premiers jaguars. Aujourd'hui, nous avons 8 jaguars dans notre centre de reproduction. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est une partie du programme où nous travaillons avec des animaux provenant de zoos, de captivité, des animaux qui ne peuvent pas être libres parce qu'ils ont vécu toute leur vie avec des humains. Et puis, nous avons une autre zone, la zone de reproduction, où nous élevons des jaguars pour qu'ils soient libres, sans contact avec les humains, comme s'ils étaient nés dans la nature. Donc, dans cette zone, nous travaillons comme des fantômes. Nous n'existons pas, nous sommes invisibles. Là, je suis en train de vérifier comment vont les animaux qui vivent dans cet enclos, sans contact avec les humains. Notre seul moyen de le faire, c'est à travers les caméras que nous avons installées à différents endroits des clôtures et à l'intérieur de la forêt. Grâce à elles, nous pouvons observer comment est leur vie à l'intérieur, quels sont leurs comportements. Et enfin, puisque nous leur fournissons des proies vivantes, nous avons besoin de savoir s'ils ont faim ou pas, qui mangent, qui chassent. Nous pouvons ainsi voir des choses quasi impossibles à observer dans la nature. Quand ils atteindront leur taille adulte, vers l'âge de 2 ans, les jaguars nés ici recevront un collier GPS et pourront enfin faire leurs premiers pas dans la nature. Ce seront les premiers jaguars du parc national d'Iberá. Mais ce ne seront pas les seuls. La Fondation continuera à relâcher des félins pendant quelques années, mais espère que la population grandira d'elle-même, pour un jour avoisiner la centaine d'individus. Tout cela sous le regard bienveillant de la population locale.
Les habitants de Corrientes sont vraiment fiers des jaguars. Ils se sentent comme des jaguars. Ils savent que les jaguars ont disparu de cette région à cause d'eux, mais ils veulent aussi qu'ils reviennent. Ils veulent avoir cet animal courageux auquel ils s'identifient. En ce qui me concerne, je suis biologiste. Et en fait, je n'avais jamais imaginé travailler sur quelque chose comme ça. Et participer à ce projet, tenter de ramener une espèce éteinte dans la zone et qui est vraiment en danger en Argentine, c'est comme... Waouh! C'est quelque chose! C'est comme un rêve devenu réalité. Alors comment je vois l'avenir? Heureux. Vous savez, la grande ironie dans tout cela est que dans tous les parcs que nous avons aménagés, il y a toujours eu beaucoup de controverses au début. Dans ce cas, à Iberá, les gens disaient que nous allions voler toute l'eau et la vendre aux Chinois. Et ici, où nous avons commencé notre premier projet de réensauvagement, à la surprise générale, nous ramenons ces espèces qui effraient généralement les gens et qui bouleversent la structure sociale. Mais vous savez ce qui s'est passé ici? Ramener ces espèces qui avaient disparu il y a si longtemps a été la clé pour gagner le cœur des gens. Lorsque je regarde en arrière et que je vois tout ce que nous avons fait au cours de ces 25 dernières années, je suis émerveillée par ce que ces équipes ont accompli. Si Doug était là, il ressentirait exactement la même chose. Mais ensuite, quand je me retourne et que je vois tout ce que nous avons encore à accomplir, je me dis « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à faire !» Mais je réalise qu'au moins maintenant, nous en savons beaucoup plus. Et nous travaillons plus judicieusement. Nous travaillons avec plus de confiance. Parce que c'est ce que vous apporte 25 ans de résultats. Cela représente plus de travail que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et je repense à 1997, lorsque Doug et moi sommes arrivés ici pour la première fois, et que je n'avais qu'une seule envie, celle de remonter dans l'avion et de repartir d'ici. Qui aurait pu deviner que l'endroit dont je voulais le plus partir serait le lieu où nous avons appris le plus de choses? Dieu merci, Doug a vu ce qu'il a vu et a fait ce qu'il a fait. Le changement en cours depuis quelques années dans le parc national Iberá est l'inverse presque parfait de la tendance générale de notre monde. Grâce à des actions fortes et à une volonté sans faille, la Fondation et l'État argentin ont prouvé qu'il était possible, en unissant le public et le privé, de restaurer des écosystèmes à grande échelle, tout en ramenant une vie économique et sociale bénéfique aux populations locales. Cette synergie entre hommes et nature permet enfin aux habitants de la région, humains et animaux, de regarder sereinement vers le futur.